Officiellement, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Alain. Bienvenue dans cette rencontre organisée par le Carrefour de la médiation, qui est une structure qui regroupe des passionnés de la médiation, des associations de médiateurs et qui a pour objectif de faire rencontrer les différentes pratiques de médiation au travers de réunions que nous organisons peut-être aux alentours d'une fois par an, une grande rencontre, et puis aussi une organisation de la Foire du Livre de Bruxelles. J'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir Alain Lempereur. Alors, Alain Lempereur est professeur dans plusieurs universités, en France, notamment à Sciences Po et à l'École Polytechnique, en Italie, à l'Institut universitaire européen de Florence, ainsi que aux universités de Brandeis aux États-Unis et de Harvard. Alors Harvard, il faut que, pour ceux qui ne le savent pas, est une des universités pionnières dans le domaine de la négociation et la médiation, puisqu'elle a créé, la faculté de droit de l'époque a créé un institut spécialisé dans ce domaine-là, et ont été publiés un très très grand nombre d'ouvrages sur la médiation et la négociation. Donc c'est sans surprise que Alain travaille avec cette université-là. Alors évidemment, nous ne sommes pas ici pour parler du long CV de Alain, mais plutôt pour parler de son travail sur le terrain, et je dirais même sur les terrains, et des terrains particulièrement difficiles. Alors j'ai eu l'occasion, pour préparer cette rencontre, de l'écouter la semaine dernière à l'occasion d'un autre événement qui était organisé justement par la section spécialisée en négociation et médiation de l'université de Harvard. Et en fait, Alain, c'est incroyable, il a une joie communicative. Et on parlait de Spinoza tout à l'heure, eh bien, c'est vraiment cette joie de Spinoza qu'il met d'ailleurs en exergue de son dernier livre. Et je vais quand même citer la citation, parce que sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de parler de cela. Cette joie, c'est celle de la passion par laquelle l'esprit passe à une perfection plus grande. Et en fait, dans ton livre, La puissance de la médiation contre la guerre civile, petit moment de publicité, sur lequel je reviendrai d'ailleurs plus tard, tu nous expliques ces moments de joie en relatant ton expérience dans cette Afrique des Grands Lacs, qui est le théâtre de souffrance depuis des dizaines d'années. Et tu nous montres combien vous polissez à chaque fois votre ouvrage d'une manière innovante en vous adaptant aux différentes situations que vous rencontrez. Et de fait, en tant qu'enseignants de la médiation, nous enseignons aux futurs médiateurs de poser d'abord un cadre et puis surtout d'être créatif et de pouvoir s'adapter. Et tu fais ça de manière incroyablement innovante, et nous le verrons au travers de ta présentation. Et si tu ne le vois pas durant la présentation, je te poserai cette question, parce qu'il y a vraiment des sujets de réflexion et de travail pour tout médiateur qui a envie de s'enrichir et d'atteindre ce point de joie que tu évoques. Donc, je suis donc très ravi et honoré de pouvoir échanger avec toi. Alors, nous vous proposons d'organiser la rencontre de la manière suivante. Alain va présenter quelques thèmes de son livre au travers d'un PowerPoint. Et puis, nous aurons l'occasion d'échanger une quinzaine de minutes tous les deux. J'ai évidemment quelques questions à lui poser sur différentes parties de son ouvrage. Et ce serait dommage de terminer une rencontre sans donner la possibilité aux participants, que je remercie pour leur présence, de pouvoir échanger, de poser des questions au travers de préférence de la fonction Q&R, questions et réponses, Q&R plutôt, questions et réponses, plutôt que le chat. Ça nous évite de devoir chaque fois switcher d'un mode de communication à un autre. Et enfin, nous conclurons chacun notre rencontre pour terminer et boire un verre de l'amitié, en tout cas virtuel. Je te cède maintenant la parole pour la présentation des quelques grandes thématiques de ton livre. Merci mille fois, Tanguy, et bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Merci à Evelyne, Claude, Jean, Déborah, Thierry, Christelle, Alice, Adiel, Pierre, Hugo, Francesco, Maria Elena, Suleiman et Nur. Et pardon pour les personnes que j'aurais oublié de citer, merci d'être là ce soir. Pardon d'être sans doute le dernier obstacle avant votre dîner. Donc, je commence par une petite vidéo de 15 secondes, parce qu'en fait, elle résume bien en quoi la joie est le signe de la perfection, comme le disait aussi Bergson. Alors, je vais
partager avec vous 15 secondes. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le Burundi, ou peut-être qu'ils vont reconnaître un certain nombre d'acteurs. C'est des acteurs, c'est des personnalités assez connues. Donc, je vais juste jouer 20 secondes de cette scène pour que vous en imprégniez. Effectivement. Alors, c'est une vidéo, si vous voulez, que je revois toujours avec la même joie parce que, alors je ne sais pas si certains d'entre vous, je regarde le chat, hein, la conversation, est-ce que vous avez peut-être reconnu un certain nombre d'acteurs, personnalités burundaises. Alors, je regarde hein, si quelqu'un a reconnu. Non. Mais parmi, par exemple, il y a plusieurs anciens présidents de la République, notamment Pierre Biya, qui est celui qui rit énormément. Et tout ceci pour dire quoi? C'est qu'il faut savoir que ce soit le Burundi, que ce soit le Rwanda, que ce soit le Congo, sont quand même des pays qui ont connu une telle souffrance et les populations ont eu de telles tristesses hein, qu'on se dit, mais comment de cet océan de tristesse peut-on faire revivre, vous voyez, ces moments, ces 15 secondes où on se dit, c'est l'espoir, hein, il y a quelque chose qui ressort de cette joie. Et donc, je vais vous parler un peu de la manière dont on peut peut-être composer en partie avec cette joie. Donc, et pour commencer, évidemment, cette joie, elle se rencontre en Afrique dans les traditions. Alors, est-ce que c'est bien l'écran total que tu vois, Non, Tanguy? maintenant. Là, Non, maintenant, alors je dois faire ça. Et donc, normalement, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Oui. Donc, là, vous voyez en fait l'arbre à palabres. Et l'arbre à palabres, c'est ce lieu où on se retrouve ensemble en Afrique. Et au fond, aujourd'hui, à travers cette invitation de la Foire du Livre de Bruxelles, je suis un peu autour du Zoom de palabres. Hein. C'est un peu qui est un peu notre manière moderne d'échanger, en tout cas en ces moments où le confinement est encore omniprésent. Et donc, c'est une joie d'être parmi vous, mais c'est aussi ça, à mon avis, le ressort qui peut nous aider à sortir de la guerre civile et qui au-delà de la méthode, est l'indication du succès. Donc, je vais vous parler un peu de cette idée qu'au fond, il y a à chaque fois que l'on est dans une situation de guerre civile, mais aussi à chaque fois qu'on est dans une médiation, on est dans une situation de décomposition des rapports. Et que tout le travail de la médiation, c'est de recomposer, de composer des rapports. Et quand je dis des rapports, je ne veux pas simplement dire des relations, c'est recomposer du langage, de la communication, c'est composer des solutions, au sens vraiment d'une composition, comme on parle d'une composition musicale. Et je vous donnerai quelques exemples, effectivement, de médiation-composition au Burundi et en République démocratique du Congo. Et puis de dire, au fond, qu'est-ce que c'est que faire de la médiation? Eh bien, c'est composer des rapports de joie. Et je sais que je m'écarte sans doute des définitions traditionnelles hein, de la médiation en disant ça. Alors, c'est quoi la décomposition des rapports? La décomposition des rapports, si vous voulez, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple, c'est assez terrible, mais c'est ça. Hein, on a le sentiment d'une spirale vers le bas qu'au fond, on ne pourra pas s'en sortir. Et tout le travail, au fond, est d'inverser ces passions tristes. Et ces passions tristes, ça, c'est un terme évidemment qu'on connaît bien dans l'interprétation de Spinoza. C'est aussi la haine. C'est la haine, c'est le mépris de l'autre, c'est l'incapacité finalement à se relier à l'autre. Et qu'est-ce que c'est que le passage de la guerre à la paix? C'est ce passage du conflit violent, du corps à corps qui est un corps à corps insupportable, qui est fait de mauvaises rencontres, hein, avec ces passions tristes dont on parlait tout à l'heure, décomposition de rapports, sentiment d'insécurité, et c'est le passage vers la paix, vers les bonnes rencontres qui vont produire de l'action joyeuse, qui est le signe de l'efficacité, la composition de rapports. Et à l'insécurité d'un côté naît le contentement de l'autre. Et qu'est-ce que au fond que la médiation? C'est ce passage de ce qui est à gauche, des passions tristes à la joie.
Donc, la médiation, c'est simplement un travail de composition des rapports. Hein, c'est ce que, quand j'utiliserai ce C, ça voudra dire à chaque fois, c'est de la composition. Et c'est quoi qu'un travail? Qu'est-ce qui peut nous prouver à chaque fois qu'on est sur la bonne voie? Eh bien, c'est que cette joie éclate. Elle éclate chez l'un, elle est communicative chez l'autre. Et en tant que médiateur, on en éprouve aussi de la joie. Hein. Donc, on est tous les trois à composer dans du rapport. Composition de rapport, c'est on est, si vous voulez, sur un vecteur vers le haut. Hein. C'est ce que effectivement Spinoza appelle l'augmentation, avec ce sentiment d'augmentation de la puissance d'agir. C'est ça aussi à quoi sert la médiation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, quand on est en état de décomposition, on est sur une ligne de tristesse où la tristesse augmente et donc la puissance diminue, si vous voulez. Tandis que le travail inverse de composition, c'est de se mettre sur une ligne de joie qui est une ligne d'augmentation de la puissance. Et vous voyez que je m'inscris aussi dans une lignée philosophique qui commence avec Épicure, qui nous disait, c'est tétrapharmakon, qu'il faut augmenter ce qui nous met dans la joie, lui il parlait de plaisir, et plutôt réduire ce qui nous met à la peine, le déplaisir. Et Spinoza est au milieu, mais après, vous pouvez voir chez Deleuze ou chez Misrahi aujourd'hui cette même logique de ligne de joie. Et donc, l'arbre à palabres ou la tradition du Bashingantai au Burundi, ce sont des traditions qui sont ancrées en Afrique dans cette idée, on va recomposer ensemble, on va y arriver. Et on va donc arriver à remettre de la joie. Exemple, à travers le travail qu'on a fait au Burundi et au Congo, au fond, on est dans des situations assez similaires, hein, après les horreurs des années 94 et 93 et les guerres civiles qui ont suivi et qui se sont propagées du Burundi et du Rwanda vers le Congo. On arrive d'un côté aux accords d'Arusha en 2002, et donc nous, on va s'inscrire dans le prolongement de ces accords, et ensuite des accords de Sun City en 2003. Et en quoi ça va consister? Ça va consister, si vous voulez, à réussir un petit bond, un bond quantitatif, en disant, mais plus on a des gens qui sont dans une logique de recomposition, mieux ça vaudra. Et donc là, je vous donne des exemples d'un processus qui a été mis en place au Burundi, ce qu'on appelle le processus de Ngozi, dès 2003, où on réunit des responsables à la fois d'une communauté ethnique et de l'autre, on les fait se redéployer une relation entre eux, on leur donne des outils qui vont les aider à trouver des solutions. C'est eux qui vont nous dire, alors c'est très bien de ce que vous faites, mais il faut absolument que les secteurs de sécurité soient impliqués dans ce travail. Et donc, on va avoir des réunions entre les commandants des mouvements armés, hein, pour la plupart Hutus, et de ceux de l'armée régulière, qui à l'époque s'appelait les forces armées burundaises, qui étaient à commandement plutôt Tutsi, et avec le passage de ce qu'on appelait les FAB, les forces armées burundaises, vers les forces de défense nationale. Là, vous voyez par exemple le commandement intégré de l'armée. On met les uns et les autres, hein, ceux qui se combattaient par le passé, on les met à travailler ensemble. Comme ils se sont bien massacrés, ils vont pouvoir maintenant bien travailler ensemble, puisqu'ils se connaissent, ils étaient sur le même terrain. Moi, j'ai des anecdotes où ils se racontent leurs faits d'armes. Hein. Mais c'est ce qu'on doit faire avec l'armée, on doit aussi le faire avec la police. Et puis, on doit former des formateurs, des formateurs burundais qui vont former les officiers de l'armée, les officiers de la police. Et ce que l'on fait pour les secteurs de sécurité, on doit le faire évidemment aussi pour la transition politique, que ce soit, excusez-moi, je vais prendre un petit peu d'eau, que ce soit avec des responsables des partis, dans la perspective des élections, mais aussi, comme je vais vous en parler un peu plus tard, avec le président élu, Pierre Nkurunziza, ses vice-présidents, des ministres, etc. Ou, par exemple, ce que vous venez de voir, les 15 secondes que vous avez vues, où on va mettre des conseillers clés, le chef d'état-major, 4 anciens présidents à travailler ensemble.
c'est la même idée qui doit non seulement prévaloir pour les secteurs de sécurité, pour la transition politique, mais aussi pour le développement économique et social, où on doit former, où on peut former des facilitateurs locaux qui eux-mêmes, et vous voyez les 7000 ici, hein, vont aller dans l'ensemble des villages de 2 provinces, les provinces de Gitega et Ruyigi. Ce sont des facilitateurs burundais qui vont aller, si vous voulez, composer avec les leaders locaux. Même chose, si vous voulez, sur quantitatif, pardon, c'était quantitatif que je voulais dire, même idée en RDC, où vous aurez un processus commencé à Kinshasa, qui est ensuite étendu dans les provinces de l'Est, avec des responsables du Nord Kivu, du Sud Kivu. Et là aussi, vous voyez, à peu près 1400 personnes ont été associées, leaders ont été associés, responsables. Je trouve qu'on a un beau mot en français qui est le mot responsable. Donc, je préfère utiliser le mot responsable au mot anglais leader. Le responsable, c'est celui qui peut répondre. Et alors, si vous voulez, il y a un saut qualitatif parce que si vous avez effectivement, par exemple, Liliani, qui était une de nos facilitatrices, qui va former des sages-femmes au niveau local, ou une autre facilitatrice, Ina Robiol, qui va former des cadres des équipes de liaison des Nations Unies, où là, on voit des cadres militaires. Ici, au Burundi, alors là c'était moi, mais à 15 ans, un peu plus jeune, si vous voulez, eh bien, vous avez ici l'ancien vice-président congolais, Azarias Ruberwa, qui travaille avec d'autres cadres congolais. Et ici, vous avez une des retraites qui a été menée avec cette personne que vous reconnaissez peut-être, avec son petit nom, il y a marqué Pierre, alors c'est Pierre Nkurunziza. C'est donc une retraite formative qui avait été organisée à l'initiative du président élu de la République burundaise avec l'ensemble de ces ministres, vice-présidents et conseillers clés. Donc, vous voyez, ça, c'est aussi la même idée. On prend les gens là où ils sont, et ils sont dans la tristesse, ou ils sont en tout cas dans la suspicion, et on essaye de les mener sur des voies positives. Je vous ai montré cette petite vidéo de 15 secondes, et ça montre bien qu'il y a bien un saut qualitatif. Et c'est quoi ce cercle de composition, si je devais le résumer? C'est un cercle qui consiste à dire qu'il y a du travail à faire avec des ONG locales, il y a du travail à faire avec des partenaires locaux, ministère de l'Intérieur ou ministère de l'Armée, avec les sociétés civiles, avec éventuellement des organisations facilitatives internationales, et évidemment, parce que c'est le nerf de la paix, comme ça peut être le nerf de la guerre, avec des partenaires bailleurs de fonds. Donc, vous voyez, on a un premier cercle qui consiste à mettre les bonnes personnes à travailler ensemble pour que ça se fasse au bénéfice des acteurs et des locaux. Alors, c'est aussi un cercle de composition méthodologique. Ce n'est pas simplement mettre les bonnes personnes ensemble, mais il y a aussi de la méthode pour avancer ensemble. C'est une méthode où d'abord on doit travailler avant les réunions, on doit faire un grand nombre de consultations en vue de l'appropriation, on doit ensuite inviter les bonnes personnes, s'assurer que ces personnes, pendant la réunion, dès le départ, créent une forme de satisfaction relationnelle, que cette satisfaction soit complétée d'apports de méthodes de processus, de méthodes de communication qui vont permettre que les solutions soient des solutions locales. Ce n'est pas au médiateur de donner des solutions, c'est aux participants de travailler avec les apports de méthode à trouver des solutions, et puis ensuite de s'assurer qu'il y ait une convergence, qui est à la fois une convergence relationnelle et transactionnelle, qui aboutit ensuite par la suite à l'exécution. Vous voyez, c'est ce que j'appelle un cercle d'aisance, A-I-S-A-N-C-E, pour avoir un moyen mnémotechnique. Alors, je pourrais vous en dire plus, mais comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais tout de suite aller, et donc je ne vais pas vous montrer toutes mes dias de détails sur ce travail d'aisance, si vous voulez, en tout cas de création d'une forme d'aisance, et aller tout de suite peut-être à cette dia qui résume un peu aussi l'ensemble de ma présentation, c'est de dire que, au fond, qu'est-ce que c'est que la négociation responsable ou la médiation responsable? Bien, au fond, il y a un risque de se dire la négociation ou la médiation, c'est un travail qui consiste pour des problèmes à trouver des solutions. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que la négociation? C'est un processus de résolution de problèmes. Et pendant des années, c'est comme ça que j'ai défini, quand même en grande partie, la négociation ou la médiation.
C'est-à-dire, c'est ce qu'en anglais on appelle de problem-centered mediation. Mais on voit bien, en tout cas dans la méthode qui a été la nôtre, on voit bien qu'on ne peut pas trouver des solutions à des problèmes si on n'a pas créé de la relation, créé donc de la confiance, et ça, ce sont des mouvements relationnels. Et vous voyez, si on va au lieu de partir des problèmes, on part de la relation, ben, si on fait ça, on va pouvoir arriver à quelque chose de beaucoup plus puissant qui est un partenariat durable. Et un partenariat offre des solutions, mais pas simplement des solutions à tel problème. C'est comme les institutions européennes. Une fois que vous les créez, ce sont des machines de partenariat où la relation étant solidifiée, institutionnalisée, permet ensuite de trouver des solutions. Alors, parfois, ça prend du temps, mais quels que soient les problèmes qu'il puisse y avoir. Alors, ça fait aussi référence à l'idée que en négociation, en médiation, on ne cherche pas simplement la création de valeurs objectives, mais aussi de valeurs subjectives. Alors, une grande partie du travail en négociation, c'est de dire qu'il faut créer de la valeur. C'est ce qu'on appelle du gagnant-gagnant. Oui, mais ce n'est pas simplement du gagnant-gagnant, c'est du relationnant-relationnant, c'est de la composition de rapport. Donc, ça, c'est un peu l'idée. Et vous voyez, on passe d'une solution où on n'a pas de relation, on n'a pas de solution, à une solution où, avec un bon processus, on peut arriver à des solutions de joie. Bon, je termine en disant qu'au fond, c'est quoi la médiation? C'est la composition de rapport. Et donc, c'est quoi? Ben, c'est simplement, la médiation, c'est simplement un travail de composition de rapport. De composition de rapport. De passage des passions tristes vers les passions joyeuses, et peut-être plus que des passions joyeuses, ce que Spinoza appellerait des affects actifs. C'est-à-dire que je sais comment j'arrive là. Et donc, au départ, on part de là. Quand j'arrive dans une pièce, on arrivait en séance, eh bien, la température était très froide. Parce que les personnes avaient des relations dégradées, elles se haïssaient ou elles avaient peur les unes des autres. C'est ce qui caractérise des conflits durs. Elles avaient des positions tranchées, une incapacité, si vous voulez, à trouver des solutions. Et leur communication était tellement mauvaise que le processus était bloqué. Donc, en quoi consiste, une fois qu'on est face à cette perception de décomposition, c'est-à-dire qui est dominée par les passions tristes? Eh bien, si on met en place des méthodes de composition, la facilitation, notre rôle en tant que tiers ou équipe de médiation, c'est de rétablir la communication entre les parties, c'est-à-dire de mettre en place non pas une rhétorique de la confrontation, mais une rhétorique de la conciliation, où on va essayer de faire un retour sur le passé et les tristesses et les souffrances, mais aussi qu'on retrouve dans le présent les relations de telle façon qu'on reconnaisse et à l'un et à l'autre ses besoins. C'est un travail sur reconnaissance réciproque. La négociation et la médiation, c'est un travail sur la reconnaissance des identités réciproques. Et ça, c'est la composition relationnelle. Et puis, une fois que c'est fait, après, c'est très rapide. Une fois que j'ai rétabli un peu de confiance avec toi, que je peux me communiquer avec toi, eh bien après, on peut travailler ensemble, on peut trouver un accord. On peut trouver un certain nombre de manières de fonctionner. Alors, il y a un autre bouquin, si ça vous intéresse, où avec Jacques Salzer, avec Aurélien Colson, on travaille justement à expliquer comment on passe par le portail de la médiation qui permet justement d'avoir les méthodes de composition dans le détail. Voilà. Alors, c'était à peu près ce que je voulais vous proposer en termes de petite introduction, en espérant n'avoir pas été trop long. Donc voilà, on est parfaitement dans le timing. Un grand merci pour ce résumé. Alors, tu pointes d'ailleurs dans un des diagrammes la notion de durabilité des accords. Ici, et tu l'as bien montré au début de ton intervention, vous avez pris un temps certain pour essayer d'identifier quelles étaient les personnes clés qui pouvaient jouer un rôle dans ce rétablissement de ce dialogue. Et notamment en formant des gens qui pouvaient aller sans doute dans les différentes villes, villages et communautés, essayer d'initier ce travail de mise en relation ou de remise en relation, très clairement. Et dans le même temps, je m'interrogeais en lisant le bouquin et je me disais, oui, et qu'en est-il aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il reste encore de votre travail? Et est-ce qu'il y a une prise
de conscience des dirigeants de se dire peut-être qu'on doit faire un travail d'entretien, de revenir, de repasser par un processus qui est initié soit par des gens sur place qui ont été formés, soit qui font appel de nouveau à des tiers, peu importe. Mais je voulais avoir un petit peu ton expérience et ton suivi. Oui, écoute, Tanguy, c'est une bonne question et évidemment, c'est la question la plus importante d'aujourd'hui. C'est de savoir quand justement les relations se sont à nouveau dégradées, on voit bien que ce type de médiation collective est très, très important. Au fond, les acteurs internationaux sont toujours extrêmement actifs au moment où ça va mal. Et leur engagement, et il faut le reconnaître, et c'est positif, leur engagement humanitaire est nécessaire. Leur engagement dans la consolidation de la paix, l'éclosion d'un accord, tout ça, c'est très, très important. Mais alors, de quoi on s'est rendu compte? Qu'il ne suffit pas pour les leaders clés de se donner la main, d'écrire, de même mettre leur signature au bas d'un accord pour que ça se réalise dans les faits. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'après un accord, pas simplement les mois qui suivent, parfois les années qui viennent, ou peut-être la génération qui vient, doit être impliquée justement dans ce travail de composition. Donc, le travail qu'on a fait au Burundi, on l'a fait entre 2003 et 2007-2010. Alors, le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus de financement. Alors, c'est pour ça aussi que je dis souvent, c'est qui est très, très important, c'est la nationalisation, pas au sens marxiste, mais au sens, je dirais, d'appropriation nationale des méthodes de médiation. On ne peut pas se reposer uniquement sur une aide extérieure. Il faut que ça fasse partie des outils traditionnels et que ce soit même peut-être adossé aux acteurs traditionnels. Ça peut être les Mwami, ça peut être les chefs de village, etc. Donc ça, c'est une première chose. Il y a quelques années, j'ai invité pour une conférence d'à peu près 3 heures le président Paul Kagame à Brandeis et je lui disais, mais c'était au moment justement où les gachacha se terminaient. Et je disais au président Kagame, il va y avoir une forme de lacune dans le système. C'est-à-dire que les gachacha ont été des lieux où au moins on se parlait. Alors on se parlait, on se disait des choses tristes, mais la médiation, pour moi, c'est une institution naturelle de dialogue. On en a besoin, par exemple, dans les cités dites difficiles, mais on en a besoin partout. Je suis professeur donc, à Brandeis dans un master sur la consolidation de la paix, et on voit bien à quel point les États-Unis ont besoin de la médiation aussi. Donc, tu vois, ce qu'on se disait sur l'importance au Burundi, où certaines relations se sont dégradées dans les dernières années, de la nécessité de la médiation, c'est un raisonnement que je peux tenir aussi bien en Belgique, si tu veux, qu'en France, qu'aux États-Unis ou ailleurs. Donc, c'est pas, il faut faire, tu vois, pour moi, c'est une méthode de rapprochement, en fait. Et on ne peut pas créer un vide. Voilà, c'est ça un peu le mot qu'il faut… Le vide, c'est le risque du retour des mécanismes de décomposition. Et donc, à mon avis, il faut institutionnaliser. Il faut faire en sorte que dans les villages, on se parle, dans les villes, dans les quartiers, on se parle, dans les écoles, on se parle. Donc, moi, je suis pour… c'est sûr, j'en parlais parce qu'on était étudiants ensemble avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale français, en lui disant il faut instaurer, institutionnaliser, nationaliser, faire en sorte que la médiation soit dans le système scolaire. Parce que ce sont des… Voilà. C'est des pratiques à ancrer dans le temps. Et ça peut pas être un travail transitionnel. Enfin, oui, ça peut être transitionnel, ça peut être aidé dans un premier temps, mais ensuite, de la même façon qu'on a un parlement, qu'on a un gouvernement, qu'on a des cours et tribunaux, on doit avoir ces instances de médiation. Et toi, tu connais bien, tu vois, la négociation et la médiation. Le problème, c'est que la philosophie du droit, elle est mal ficelée parce qu'elle est pensée en général sur, eh bien, il y a la loi, le législateur, et puis il y a ceux qui appliquent, et puis voilà, c'est ça c'est le droit. Or, moi, ce que j'ai appris, c'est que c'est l'inverse. En fait, c'est les gens qui ont des rapports juridiques, qui négocient entre eux et qui composent.
Et puis, parfois, il y a des conflits et donc le médiateur va aider à nouveau à recomposer de telle façon qu'on ne doive pas aller au procès. Donc, en fait, il faut repenser, inverser totalement notre philosophie du droit en disant que le droit est d'abord le droit des gens, pas au sens international, mais le droit des gens. Aidons les gens, et il faut faire en sorte qu'il y ait ces mécanismes de composition un maximum et dans toutes les instances possibles. Alors, il y a un certain nombre de médiateurs ou de praticiens qui utilisent le psychodrame pour amener des personnes en médiation ou bien pour gérer des situations conflictuelles. Et ce qui était très intéressant dans ton ouvrage, c'est que dans tout le travail de préparation que vous initiez, cette nouvelle mise en relation, ce contact, ce rapprochement, vous utilisez le jeu. Oui. Fantastique situation où vous prenez, vous adaptez des jeux en fonction des circonstances, tout en vous employant bien évidemment à éviter de coller trop à une réalité, mais quand même on voit apparaître en filigrane des situations qui sont relativement proches des situations politiques que vous devez gérer. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui. Tu sais quoi, Tanguy, moi je suis un partisan de learning by doing, c'est-à-dire on apprend en faisant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire on fait des jeux de rôle, on fait des exercices, parce que au fond, il ne faut pas se penser la théorie uniquement dans la tête, parce que tout le monde est d'accord, il faut faire la paix. La paix, c'est bien, l'amour, etc. Mais ce n'est pas ça, c'est quelles sont les méthodes et où est-ce que j'en suis moi dans cette perspective. Et donc, il y a un travail, si tu veux, j'adore cette formule du philosophe stoïcien Épictète dans son manuel. Il dit, quand je suis en conflit avec mon frère, il faut que je m'imagine au fond une tasse de café ou une tasse de thé. Et quand le thé est chaud, je ne prends pas le thé par là où il est chaud, mais je le prends par là où il est froid. Il dit au fond, il y a deux manières de prendre une tasse chaude, là par où je peux la prendre et par là où je ne peux pas la prendre. Quand je suis en conflit avec mon frère, je ne peux pas le prendre par où je suis en conflit parce que ça, c'est chaud. C'est trop chaud, c'est trop chaud, ça va m'irriter, ça va me blesser. Je vais le prendre par là où il est mon frère. Donc, quand je suis en conflit avec mon frère, je ne commence pas par où je suis en conflit, mais par le fait qu'il est mon frère. Et tu vois, en fait, il y a une puissance dans cette formule d'Épictète c'est la même chose. Quand les gens sont au cœur d'un conflit, où il y a de la haine, où tout est sujet de haine, on ne peut pas partir de là. Il faut prendre un peu de distance, il faut les mettre dans une forme de rituel décalé, qui leur permet de repenser les choses autrement et de réenclencher une machine de composition. Et alors après, c'est eux-mêmes qui vont dire « Ah oui, mais je vois pourquoi… il faut travailler sur l'allocation des ressources au Burundi. Ce n'est pas une question ethnique seulement, c'est une question d'injustice sociale. » Et donc, tu vois, notre capacité à prendre de la distance, c'est au fond de la médiation, formation, action. C'est-à-dire, on pense qu'il faut former à la médiation pour qu'ensuite les gens puissent négocier par eux-mêmes, en fait, puissent composer. C'est un travail, si tu veux, comme si on leur donnait des outils de composition. Et une fois qu'ils les ont, ils n'ont pas besoin de nous. En fait, j'aime beaucoup cette formule de Béatrice Bloch-Bronner qui dit « les médiateurs et les médiatrices sont biodégradables s'ils font bien leur travail ». C'est-à-dire qu'il faut qu'une fois que ça se passe bien, ils laissent les parties travailler ensemble et puis voilà, c'est formidable, tout fonctionne. C'était un peu long peut-être ma réponse, mais c'est à distance. Tu vois, il y a un décalage pour pouvoir réenclencher sur les sujets plus chauds. Tu vois, les sujets chauds. Au quatrième jour, tu vois, au troisième ou quatrième jour de notre travail. Ouais. Très belle métaphore. Et enfin, dernière question de ma part, et alors je crains fort que celle-là pourrait nous embarquer sur encore une heure d'échange. Dans la formation de médiation, souvent on indique aux
participants, vous devez absolument développer votre empathie. Cette empathie d'ailleurs qui est consubstantielle même aux mammifères, c'est ancré dans notre cerveau par les cellules miroirs. Et toi, tu vas plus loin en fait dans le travail et tu l'expliques fort bien. Tu dis non, il ne faut pas aller uniquement sur une empathie formelle, mais on doit aller beaucoup plus loin. On doit aller dans la compassion. On doit essayer d'atteindre une plus grande proximité relationnelle. Et je me permets de citer, de te lire, si l'empathie vise à instaurer un rapport d'égalité dans l'échange, la compassion recherche un rétablissement de l'égalité humaine de base, c'est-à-dire un rapport de justice. Elle est irruption du principe d'équité au cœur aussi du projet de médiation. Équité qui ne vise pas seulement une issue au conflit, quelle qu'elle soit, mais une issue juste. J'ai été particulièrement touché par ce passage sur le travail de compassion, parce qu'il y a différentes formes de médiation qui existent. Et d'ailleurs, tu pointes une médiation qui nourrit de plus en plus d'intérêt pour moi, qui est la médiation transformative. Mais on est toujours dans cette distance en disant, vous devez faire preuve d'empathie. Compassion, c'est peut-être aller un peu trop loin. Et donc là, voilà, oui. tu travailles autrement. Et c'est oui, alors si tu veux, je distingue. Alors, d'abord, l'empathie, d'abord, il y a différentes manières de la définir. Je pense qu'en tant que tiers, on est quand même plutôt clinicien, quasiment au sens médical. Hein. On est clinicien, c'est-à-dire que c'est de l'empathie cognitive, c'est-à-dire de la même façon qu'un médecin essaierait de comprendre, faire un diagnostic de ce qui se passe, il va se mettre en la place de l'autre, non pas pour être en sympathie avec l'autre, mais pour le comprendre. Et comprendre, ça ne veut pas dire être d'accord. Il va faire pareil avec l'autre. Et cette capacité d'empathie cognitive est une empathie de non-jugement. C'est-à-dire que, et parfois, ça peut arriver, hein, on est en médiation entre des gens, d'un côté, qui sont vraiment des gens avec qui on ne voudrait pas dîner, hein. Donc, avec ces personnes-là, moi, je n'ai pas une forte compassion, mais j'ai encore de l'empathie cognitive parce que je sais que si ces personnes ne font pas ce travail sur eux-mêmes de compréhension de l'autre, s'il n'y a pas un travail de compréhension mutuelle, il y a de nouveau un risque de conflit et un risque de violence. Au fond, Alice pose une très, très bonne question aussi, je vois dans le Q&A où elle dit est-ce que la médiation n'agit pas comme médiation préventive? Et je crois que oui, c'est-à-dire que, et la prévention, tu vois, c'est de nouveau, c'est pas simplement travailler sur les effets, c'est-à-dire les conséquences du conflit, mais aussi travailler sur les causes, les root causes, comme on dit en anglais, hein, ce sont les causes à la racine du conflit, c'est-à-dire comprendre, c'est comprendre par les causes. Et à partir du moment où on comprend les causes du conflit, là, c'est un travail de compassion qui peut être un travail de « je suis en compassion avec les plus vulnérables », par exemple. Je sais que s'il n'y a pas de restauration d'une justice sociale, s'il n'y a pas d'instauration parfois de justice sociale, on crée de nouveau le ferment d'un autre génocide ou d'une explosion de violence, etc. Donc, au fond, ce que j'ai appris aussi de notre travail au Burundi, c'est qu'il ne suffit pas d'être en empathie cognitive, même si je pense que c'est très, très important de développer cette technique, ce qu'on apprend hein, très bien en médiation, mais à un moment donné, on doit dire, bon, il y a bien une injustice et cette injustice doit être… il faut travailler dessus. Ce n'est pas un travail pour dénoncer l'injustice, c'est un travail pour l'identifier, identifier les causes, travailler dessus et avoir une approche très inclusive de l'ensemble des parties qui doivent y contribuer. Merci pour cette réponse. Je propose d'ouvrir d'ailleurs le temps de questions aux participants. Donc, il y avait Déborah posé une question sur la durée des ateliers que vous organisez. Oui, alors Déborah, en fait, la manière dont on a eu la chance de fonctionner, et je dis ça, c'est parce qu'on a eu des financements assez importants pour ce faire. On a travaillé, ce n'était pas simplement des ateliers, c'était des programmes. Et quelle est la différence? Parce que j'ai aussi conduit des ateliers, parfois c'est des ateliers de 3 jours, et puis c'est fini. Il n'y a pas de suivi. Donc, la logique, c'était, on va avoir 5 jours.
ce qui est quand même en général un luxe. On va avoir 5 jours. Et c'est pour ça que j'insiste sur 3+2. Les 3 premiers jours, c'est on crée de la relation, on injecte du processus. Et une fois que c'est la mayonnaise, vous voyez, la mayonnaise est en train de prendre, et puis voilà, on peut travailler sur les problèmes. Et on a les 2 jours. Mais ensuite, on n'en reste pas là. On va assurer du suivi, on va revenir. Les personnes qui étaient là, on va les faire revenir ensemble. Et ça revient au fond à ce que disait tout à l'heure Tanguy, c'est l'importance de la durabilité du processus. Parce que, au fond, la médiation doit être durable, comme tout le reste, en fait. Elle doit se renouveler, elle doit se recycler en permanence. Sinon, effectivement, ça ne peut pas fonctionner. Donc, 5 jours. Et j'explique un peu les détails de ces 5 jours dans le livre. Alors, parfois, avec le président et les ministres, on a eu moins de temps. Donc, on doit aussi, nous, ajuster les ateliers à la réalité, je dirais, des agendas des uns et des autres. Et ça, c'était à peu près la logique. Merci pour cette réponse. Alice, je pense que tu avais répondu à sa question que tu avais vue. Alors, Pierre a une question. Comment a-t-on amené à la table des discussions les acteurs burundais, notamment les chefs de milice et militaires, incitant et ou pression, point d'interrogation? Oui, alors, tu sais, il faut que je parle d'une personnalité et je parle de son profil, de son travail, qui a été clé dans le succès de ces initiatives, c'est Howard Wolpe. Alors, Howard Wolpe était l'ancien envoyé spécial du président Clinton et aussi conseiller spécial du président Obama dans la région des Grands Lacs. Donc, voilà quelqu'un qui avait la capacité d'ouvrir beaucoup de portes. C'est-à-dire que lui, il pouvait aller voir les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat, le président, le chef d'état-major, etc. C'est-à-dire que lui, il avait le contact avec les N, si vous voulez. Vous voyez, s'il y a les N, on est au sommet, c'est les leaders au sommet. Et donc, il a fait, par exemple, jusqu'à 60 consultations avec ces leaders au sommet et en leur posant, au fond, des questions qui sont simples, mais tellement importantes. C'est, bon, c'est quoi les problèmes aujourd'hui du Burundi ou du Congo, selon vous? Vous qui êtes président de ceci, voilà, etc. Et à votre avis, c'est qui les acteurs clés, pour le meilleur ou pour le pire, dans les années à venir, qu'il faudrait peut-être associer? Et ce serait quoi le processus? Eh bien, vous voyez, il y a de nouveau les trois piliers. Si on fait confiance aux acteurs locaux de définir les problèmes, on leur fait confiance d'identifier les acteurs clés, les N-1, c'est les N-1 avec lesquels on a beaucoup travaillé, et qu'on a la capacité financière de mettre en place le bon processus, ces ateliers et des ateliers de suivi, eh bien, après, c'est facile. Donc, il y a beaucoup de travail de consultation préalable en vue de l'appropriation nationale d'une initiative de médiation. Personne ne peut se dire « Ah tiens, j'irais bien faire de la médiation aujourd'hui dans tel pays où il y a un conflit ». Non, non. Il faut avoir déjà une certaine légitimité et avoir montré depuis des années un intérêt pour un contexte et avoir des, si vous voulez, une crédibilité qui ouvre des portes. Et alors, quand par exemple les participants recevaient des invitations de l'initiative de médiation, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, d'emblée, ils allaient demander à leur patron « J'ai reçu cette lettre, bon, à ton avis, est-ce que je devrais y aller ?» Et le patron disait ben, « Évidemment, tu peux y aller, c'est moi qui ai donné ton nom. » Donc, vous voyez, il y a tout un travail d'appropriation, de consultation qui amène dès lors, qui réduit les réticences. Est-ce que ça veut dire que tous les acteurs, par exemple au Burundi, ont accepté de participer au processus? Non. Non, par exemple, il y avait un groupe, celui d'Agathon Rwasa, qui ne voulait pas participer au processus. Mais il a été invité. Et s'il ne voulait pas venir, si les personnalités officielles de son groupe ne voulaient pas venir, peut-être qu'il pouvait faire venir des gens qui étaient proches de lui. Au fond, c'est très, très important qu'il faut avoir une approche inclusive. Et aussi, il faut non seulement une approche inclusive, mais ça ne sert à rien de ne mettre que des
les colombes de la paix dans un atelier. Amenons les faucons, ou les vrais, hein, amenons les gens difficiles. Amenons les gens difficiles. Et je trouve aussi intéressant, parce que je crois comprendre dans votre travail qu'il y a une forme de capillarité, de double capillarité. Une capillarité descendante et une capillarité ascendante, qui permettent à ceux qui vont être instantanément mandatés de sentir qu'ils sont soutenus par les N+++++. Oui, 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 tout à fait. Tu as tout à fait raison. En fait, c'est un travail d'interaction causale. C'est-à-dire qu'il faut obtenir l'appropriation par les leaders au sommet, qui fait venir les leaders N-1 et qui soudainement irrigue les N+1, les N, et puis les N-1 par rapport à eux. Et donc, effectivement, j'aime beaucoup ton image de la capillarité, parce que finalement, c'est ça ce dont on parle. C'est quels sont les niveaux d'impact qu'on recherche dans ce type de travail. Et je pense qu'il y a eu un peu plus de réussite à ce point de vue en termes d'impact au Burundi qu'au Congo. Le Burundi est un pays plus petit, mais tu as vu, il y a aussi une masse critique de personnes qui ont été impliquées. On n'a pas réussi à obtenir la même masse critique dans un pays qui est 10 fois plus grand qu'est le Congo. Mais donc, tout un travail, effectivement, pas simplement d'impact sur moi, impact personnel, et pas simplement un impact personnel immédiat, mais un impact personnel durable en termes de méthode, etc. Impact relationnel avec les gens qui font partie de la même cohorte, relationnel avec les gens qui sont mes patrons, relationnel avec les gens qui sont en dessous de moi, mais alors au-delà de ça aussi, et ça il ne faut pas l'oublier, impact institutionnel et finalement impact social. C'est-à-dire que si on veut vraiment que tout fonctionne, il faut aussi que les rouages institutionnels, les parlementaires, la presse, l'ensemble des acteurs de la société civile fonctionnent avec une logique de pacification et de paix plutôt qu'une logique d'opposition et de confrontation. Et il faut que ça aille jusque, c'est pour ça que je parlais du travail au niveau des communautés locales, c'est pour ça que ça doit aller jusqu'à la base. Au fond, c'est ce que dans notre domaine de la paix, on appelle des stratégies intégrées de consolidation de la paix. On ne fait pas la paix uniquement au sommet, on ne la fait pas uniquement à la base, il faut que l'ensemble des rouages compose vers la paix, avance vers la paix. J'ai une question de Aïnou que je lis. S'il y a un conflit entre deux personnes et une personne refuse le travail de négociation et de médiation, que faire et comment faire pour établir la paix? Est-ce que les deux parties ne doivent pas participer à ce travail? Et pour ma question, j'ai dit deux personnes, mais on peut dire deux peuples, deux pays. Je pense que tu as répondu à la question. Oui. Je pense que ça, Aïnour a raison, hein, c'est une des grosses difficultés, c'est comment amener les gens à la table. Une des personnes se rend compte que la médiation serait utile et l'autre n'a pas envie, ou parfois aucune des deux n'a envie. Et donc, il y a beaucoup de travail. Alors là, on voit par exemple à quel point c'est indispensable dans le domaine humanitaire aussi. Il y a des gens qui refusent même de s'asseoir à la même table, dans la même salle. Alors, il y a des méthodes, hein. On peut faire la navette entre les uns et les autres, c'est-à-dire on peut très bien imaginer une médiation sans relation. Alors, c'est bizarre, mais pourquoi pas? C'est-à-dire que c'est un peu ce que Kissinger faisait dans sa diplomatie de la navette. Donc, il était médiateur entre les Israéliens et les Égyptiens sans que les Israéliens et les Égyptiens se rencontraient. Donc ce qui est formidable, si tu veux, en médiation, c'est qu'on est moins tenu par des procédures que par des processus. Et quand ces processus ne fonctionnent pas, on peut être créatif en inventant d'autres processus. C'est-à-dire qu'on n'est pas tenu. Tu sais, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il n'y a pas un seul « vous devez faire ceci ». Il faut faire ceci. J'ai travaillé pour qu'il n'y ait pas un seul verbe devoir dans mon bouquin. Ça s'appelle « Puissance de la médiation » parce que ce qui m'intéresse, c'est comment on augmente le pouvoir des gens. Pas le pouvoir contre l'autre, mais le pouvoir de faire des choses. Et finalement, le médiateur ne doit rien faire, mais il peut faire un certain nombre de choses que s'il le fait ou elle le fait, va permettre
aux parties de le faire. En fait, c'est pour ça qu'en anglais, j'aime bien ce terme, c'est un travail d'empowerment, hein, de mise en puissance. Et donc, c'est pour ça que le travail, c'est comme dans l'éthique, il n'y a pas de verbe devoir, il n'y a pas d'obligation à rien. L'éthique, ce n'est pas fondé sur des obligations, c'est fondé sur la conscience que ça va augmenter ma puissance d'agir. Ma puissance d'agir, ce n'est pas contre l'autre et ce n'est pas par rapport à des passions de prise, de haine, etc. C'est à pouvoir m'épanouir et à pouvoir faire des choses avec l'autre. Et peut-être pas toujours en présence de l'autre, mais pour avancer dans mes projets de vie. Et Dieu sait que dans un pays où il y a eu la guerre, où il y a eu des conflits violents, les gens aspirent à cette tranquillité. Voilà. Oui. Encore une question. Je me demandais comment vous étiez accueilli dans un contexte empreint de souffrance alors que vous êtes une personne extérieure, si je peux dire, étrangère. Oui, alors tu sais, la plupart de nos des participants à notre un petit atelier, petite conférence, ils auront peut-être deviné que je suis d'origine belge. Alors, d'être d'origine belge et de faire un travail au Burundi et en RDC en particulier, bon, je pense que ça mérite aussi quand même une forte dose de psychanalyse personnelle et de conscience de pourquoi je fais ça. Et bon, ça mériterait juste une conférence sur ce sujet. Et donc, je ne suis pas… je suis totalement conscient du fait qu'on m'attend au tournant. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, de nouveau, le petit Belge qui va dire ce que nous devons faire. Et tu vois, ça revient à la même conversation. En fait, il y a sans doute une surprise dans la méthode, qui n'est pas une méthode évaluative de médiation, mais qui est bien une méthode facilitative. C'est que notre objectif, ce n'est pas de dire, quel que soit l'endroit où on est actif d'ailleurs, aux parties, d'ailleurs, j'aime pas ce mot partie, je préfère le mot participant, parce que ça met bien l'accent sur l'activité. C'est-à-dire, c'est aux participants de progressivement reprendre la main. Et tu vois, au début, on me regarde un peu en me disant, oui, il dit ça, mais il finira bien par nous dire ce que nous devons faire. Non, absolument pas. Et plus on est, tu vois, plus on est cohérent par rapport à ça, c'est-à-dire plus on sait que le médiateur, la médiatrice n'a aucune importance. Bien sûr, il est catalyseur. C'est comme le catalyseur d'une composition chimique. Hop, et puis ça se prend, et ça a pris. Mais donc, je pense que justement, le réflexe colonial, c'est un réflexe évaluatif. Et je pense que je raconte ça dans le livre. Je me souviens d'un colonel de l'armée belge qui avait été nommé consultant pour une mission au Burundi et qui, avec sans doute la meilleure compétence et les meilleures intentions du monde, avait produit une maquette de l'armée burundaise. Et moi, j'avais été en conversation avec cette personne en lui disant, mais mon colonel, mais comment vous pensez que vos interlocuteurs burundais vont prendre cette suggestion? Ils vont, comme elle est bien ficelée, comme elle est bien pensée, je suis certain qu'ils vont l'utiliser, qu'elle va avoir un effet de levier. Et en fait, je sais que non. Je savais que non. Pourquoi? Parce qu'on n'attend pas aux Belges, qui sont aussi en partie responsables quand même je dirais, de la colonisation aussi bien dans tous les pays dont on parlait, et aussi des effets délétères qu'ils ont pu avoir en jouant tel groupe contre tel autre, pas simplement au Burundi et au Rwanda, mais aussi parfois, et souvent d'ailleurs en Ituri ou je dirais, au Katanga avec des mouvements de population, etc. Enfin, je veux dire, je pense que c'est pour ça que l'approche facilitative est la seule qui me paraît post-coloniale. Et elle est d'autant plus si on plaide pour une nationalisation du processus. Parce que justement, on n'a pas vocation à rester. Moi, j'ai envie d'aller au Burundi ou au Rwanda pour aller
je veux dire, faire du tourisme. Voilà ce que j'ai envie de faire. Et je serais très heureux de ne plus avoir à parler de médiation, tu vois, d'être invité par les amis. Voilà, c'est ça mon projet. C'est l'obsolescence, en fait. C'est ça mon projet. L'humilité du médiateur, la position basse du médiateur en toutes circonstances. Oui, et c'est difficile parce que le tiers est quand même, on a une vision du tiers qui est un tiers supérieur. Ça nous est arrivé, tu vois, d'arriver dans une salle où on avait fait une belle tribune et genre, non, on ne va pas être sur la tribune, hein, on va être sur une chaise en plastique avec tout le monde en bas. Et tu vois, ça, c'est des symboles. Si tu te mets sur une tribune et que tu parles d'une tribune, tu envoies un tel message qui est de nouveau, c'est de nouveau un geste colonial. Donc, tu vois, tout compte. Tout compte. C'est quoi la logique? Est-ce que c'est une logique de cercle ou c'est une logique de triangle hiérarchique? Tu vois, il faut surtout, effectivement, il faut aplatir le triangle. Et que ce triangle devienne une droite. Voire même le retourner, en fait. Bien sûr, moi, je pense absolument. Tu as tout à fait raison. Olivier pose deux petites questions. Olivier pose une question en disant: avez-vous été confronté aux tiers parasiteurs qui stimulent la division, pays voisins, marchands d'armes, etc. Si tu veux, oui, il y a la tristesse de l'économie de guerre, si tu veux. C'est que ça fonctionne bien et ça peut fonctionner longtemps parce qu'il y a un certain nombre de gens qui tirent des bénéfices juteux de l'exploitation du sous-sol. Et ça, c'est vraiment the curse. Hein, c'est oh là là, le mot ne me vient pas. Une malédiction, voilà. C'est une malédiction des ressources minières. C'est extrêmement difficile d'inverser et quand on est, par exemple, il y a des moments où ça me frappait. Il y a des endroits, si on était sur l'aéroport de Goma, on voyait des avions qui venaient d'on ne sait où, mais on sait bien qu'ils venaient avec un certain nombre de choses et qu'ils repartaient avec d'autres choses. Et ils arrivaient très souvent avec des armes et repartaient avec des minerais. Et que ce soit le coltan, l'or, etc. Enfin, je veux dire, malheureusement pour le Congo en particulier, alors que ce pays avec ses richesses, devrait bénéficier aux populations, ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, oui, il y a cette économie de guerre, elle ressemble quand même à l'économie triangulaire qui existait lors de l'esclavage. C'est-à-dire qu'il y a clairement une perpétuation du conflit à travers son économie politique. Et si justement on n'arrête pas cette économie, ben, ceux qui en profitent vont continuer à en profiter. Et donc, ce qu'on présente parfois comme des conflits ethniques, c'est quand même surtout des conflits à fort relent d'intérêts économiques de tel ou tel groupe qui n'a surtout pas intérêt à ce que l'État soit plus puissant, que sa fiscalité fonctionne. Et alors ça ne fera pas de plaisir à tous mes amis, mais il y a tout de même certains pays en Afrique, y compris dans la région des Grands Lacs, qui ont instauré un système de gouvernance qui permet d'inverser justement un certain nombre de ces, de ces économies politiques de guerre. Et pour mettre en place une économie de paix, alors parfois autoritaire, mais au moins avec une plus grande transparence et une moindre corruption. Voilà. Mais certainement, c'est interne, c'est externe et c'est très, très bien huilé. On a eu une conférence récemment sur le Congo où on parlait justement du fait que ça fait quand même maintenant près de 30 ans que ça dure. Et donc, il y a un moment où on va se dire, des opérations humanitaires qui durent depuis 30 ans, est-ce que justement, ça n'est pas… ça ne peut pas. Il y a un moment donné, il faut renouveler, rebattre les cartes pour que ce soit… mettre tout le monde autour de la table pour arrêter tout ça. Et surtout que ça bénéficie aux gens, enfin, aux populations. Ouais. Ouais. Je propose de clôturer. Ce n'est plus tout à fait une question parce que tu as déjà répondu. C'est Evelyne Fournier-Messirel qui est très touchée par votre approche spinozienne. Quand on est dans la joie, on est dans l'ouverture et dans le don sans attente. Que pensez-vous de cette attitude d'humilité? Tu y as déjà répondu partiellement, mais c'était intéressant et important de pouvoir reprendre. Oui, et tu sais, c'est fou parce que au fond, c'est pour ça que je reviens sur cette idée d'empathie cognitive. C'est-à-dire que quand on rentre dans une salle,
et qu'on a un sentiment de frigo, il ne faut pas que ça t'affecte. C'est-à-dire que si tu tombes dans toi-même dans la tristesse que tu vois chez les gens, tu n'es pas utile. Je dis, c'est comme un médecin. Un médecin ne peut être utile que s'il aide les patients à sortir de leur maladie. Moi, je pense que c'est de la même façon, mais c'est une obligation de moyens. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Et c'est ça l'humilité aussi, c'est qu'on va faire un maximum, on va utiliser telle ou telle chose. Et puis parfois, ça va marcher, parfois, ça ne va pas marcher. Mais ça ne doit pas trop, si tu veux, bizarre de dire ça, mais il ne faut pas trop s'affecter de ce que ça ne marche pas. Il faut plutôt que ça t'affecte bien de tous les succès où ça marche. Et ça, tu vois, la médiation, c'est vraiment le verre à moitié plein plutôt que de toujours dénoncer le verre à moitié vide. Et tu vois, c'est vrai que ça fait partie d'une… C'est la joie qui m'anime. C'est cette joie que je vois chez les participants petit à petit qui vient. C'est quand ils trouvent des solutions. C'est quand le soir, ils vont être autour ils vont commencer à danser. Il y a des moments, tu dis, je me disais, mais c'est pas possible. Ils sont en train de danser au Burundi, au son des tam-tams burundais. Ce n'est pas des tam-tams, tu sais, il y a une grande tradition de drums, Burundian drums. Enfin bon, voilà. Oui. Mais moi, j'étais très heureux. J'étais très heureux. C'est sans doute parmi les moments les plus heureux de ma vie. Et tu vois, le pire, parfois, c'est que je ne me suis pas rendu compte à ce moment-là. Tu vois, maintenant que j'écris dessus, je me dis, bon Dieu, comme on a eu de la chance, comme on a eu de la chance de faire partie de cette aventure. Tu vois, on ne s'en rendait pas compte. On s'en rendait pas compte. Je pense que tout médiateur qui pratique la médiation sait de quoi tu parles quand tu évoques ce moment de joie que l'on peut avoir quand on voit le litige commencer à s'estomper, qu'il y a quelque chose qui se passe dans la pièce. Et Oui. après, les parties n'en sont pas souvent d'ailleurs tout à fait conscientes, et même pas du tout. Mais toi, tu vois qu'il y a eu un changement. Et puis alors ce changement va s'amplifier. Et alors le grand moment, c'est ce moment où un accord est conclu. Mais au-delà de l'accord, comme tu dis, il y a une valeur subjective aussi. Il y a quelque chose qui peut avoir changé dans leur relation, ce qui donne ce grand moment. Et tu vois, c'est pour ça aussi que il ne faut pas trop se préoccuper de ce qui se passe à la table de négociation. Il faut prêter autant attention à ce qui se passe à la table des repas, à dîner. Au fond, c'est une expérience. Tu vois, c'est un âge. Et ça, je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'à ce que soudainement, on se dise, mais les pauses café, c'est aussi important pour créer du lien que, tu vois, de dire alors… quels sont les problèmes et est-ce qu'on va en faire un diagnostic, si vous voulez bien vous exprimer. Oui, tout ça est très important, mais au fond, c'est une expérience de vie et c'est un basculement qu'on voit et que les parties parfois ne voient pas. Tu vois, par exemple, on entre dans une salle et puis on voit quelqu'un qui est isolé, personne ne veut lui parler, etc. Et on dit, oh, oh. Et alors, je me tourne vers mon voisin, Michel Cassa, il dit, c'est qui? Ah ben, c'est le chef de la sécurité de Goma. Ah oui, je comprends mieux pourquoi, bon, etc. Mais alors après, petit à petit, les gens vont lui parler, il va parler aux gens, et puis il va me raconter aussi, comme faisant partie de cette minorité ethnique lui-même, comment il était maltraité quand il était petit garçon à l'école. Donc, soudainement, tu vois, c'est pas qu'on l'excuse, mais on le comprend. Tu vois, on se dit, bon, d'accord, on comprend pourquoi il est. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut le remettre dans le courant d'une société, en fait. Et quand une de ces mamans, dont le fils avait été arrêté par cette personne-là, se promène au bras de… Ça, c'est une histoire vraie. Hein, se promène au bras de son mari et voit cet ancien chef de la sécurité qui arrive sur le même trottoir. Son mari veut la tirer par le bras pour changer de trottoir. Il dit non, on va lui parler. Et son mari se dit, mais quoi? Pourquoi tu vas aller lui parler? Alors, c'est ça aussi, c'est important de dire ça pour un instant. C'est qu'il se passe en médiation un phénomène qui ne se passe pas en dehors de la médiation. C'est-à-dire en dehors de la médiation, c'est l'autre, c'est un ennemi. Parce que je n'ai pas eu ce travail de conscience, de prise de conscience et de montée en compétence. Alors, donc ça, c'est un des soucis. C'est-à-dire que tant que la médiation n'est pas partout, finalement, au travail,
dans les cités, dans l'école, entre nations, tant qu'on ne met pas en place, tu vois, cette logique de relations positives, de recomposition des relations, des rapports, malheureusement, il y a tellement d'espace où on va retomber dans la décomposition, dans la diabolisation de l'autre, je veux dire, dans les réflexes ethniques qui sont, etc. Et même en Belgique, si tu veux, bon, j'ai quitté la Belgique il y a longtemps, mais parfois à distance, je vois que au fond, on se dit, mais pourquoi les francophones et les flamands, il y a tout un travail de réconciliation à faire. Moi, je rêverais de travailler sur, on met ensemble, tu vois, on fait un vrai travail de réconciliation en Belgique. Ou bien on se sépare, hein, tu vois, ou bien on se sépare, on divorce, mais non, là, on va mettre ensemble, on va essayer de comprendre toutes les souffrances des Flamands et toutes les souffrances des Wallons aujourd'hui, hein, et des francophones. Parce qu'en fait, tu vois, il y a eu des inversions dans la dialectique du maître et de l'esclave, en quelque sorte. Et l'arrogance d'hier devient l'arrogance inversée. Mais tout ça, ce n'est pas bon. Ce sont des signes de passion triste. Le mépris, c'est de nouveau ça. Mais tout ça, c'est partout. Il n'y a pas de différence entre la Belgique, le Burundi, etc. C'est partout. C'est partout qu'il faut retravailler là-dessus. Alors, on a peut-être une chance, c'est qu'en Belgique, on adore les terrasses de café, ce qui est peut-être d'ailleurs le moment de pouvoir les gagner. Mais en tout cas, je ne puis que conseiller à tous les participants de lire ton livre, justement pour comprendre comment essaimer cette joie dans tous les étages de la société. Je répète le nom de ton livre, Puissance de la médiation contre la guerre civile, d'Alain Lempereur, édité aux éditions Descartes et compagnie. Pour obtenir le bouquin, il vous suffit en Belgique de taper d'aller sur le site librel.be et vous pourrez le commander dans la librairie la plus proche de chez vous. C'est un magnifique outil pour essaimer l'ouvrage. À la fois, il utilise le numérique et à la fois, il utilise la rencontre physique puisque vous allez chercher le livre dans la librairie que vous souhaitez. Alain, un tout grand merci pour cette présentation. J'étais enthousiaste à l'idée de pouvoir te rencontrer. Je le suis encore plus aujourd'hui parce que tu as vraiment, je me répète, une joie communicative. Donc, un immense merci pour ce temps consacré parce que je sais que tu as beaucoup d'occupations. Je voulais aussi remercier évidemment l'équipe de la Foire du Livre, remercier Evelyne Fournier-Messirel qui a eu l'idée de nous mettre en contact pour pouvoir organiser cette rencontre. Sachez que vous pouvez revoir cette rencontre ou communiquer, transmettre celle-ci à tous les proches qui pourraient être intéressés par une discussion autour de la médiation, particulièrement la dynamique de travail développée par Alain Lempereur. Il suffit d'aller sur notre site, de copier le lien et puis vous pourrez voir à l'envie cette délicieuse rencontre. Et enfin, sachez aussi que le Carrefour de la médiation recommencera à organiser des événements durant l'automne autour de la médiation en espérant que nos rencontres soient aussi riches que celles que nous avons eues aujourd'hui, ce matin pour toi, ce soir pour moi, pour nous. À très bientôt à tous. Je vois des gens que je connais, donc j'espère que nous pourrons discuter autour d'un verre sur une terrasse sur ton ouvrage et surtout qu'on pourra en reparler après l'avoir lu. À très bientôt à toi. Merci Tanguy, merci à Evelyne et merci à toute l'équipe de la Foire du Livre de Bruxelles. Merci à tous nos participants et participantes. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Et avec un peu de chance, je pense qu'Evelyne est en train de travailler sur peut-être une opportunité de se revoir peut-être à la rentrée de septembre. Donc, un tout grand merci Tanguy de m'avoir invité et d'être resté au-delà de la limite des 19h30. Merci à vous et bonne soirée et bonne gueuse. Bonne gueuse à vous toutes et tous. À bientôt les amis. À bientôt. Merci Tanguy. Merci beaucoup à toi.